Cet exercice est un classique sur les vecteurs et il va falloir tout simplement utiliser la relation de Chasles. Donc je rappelle, soit A, B et C, 3 points. Et habituellement on précise du plan, mais ça marche aussi dans l'espace. Et si on veut être vraiment précis, du plan affine euclidien. Le vecteur AB plus le vecteur BC égale le vecteur AC. De cette propriété découle une autre propriété qui est assez classique, moins le vecteur AB est égal au vecteur BA. La preuve est très rapide. AB moins AB, le vecteur AB moins le vecteur AB, c'est égal au vecteur AB plus le vecteur BA, et donc c'est égal au vecteur nul, ce qui est assez évident en faisant le vecteur AB moins le vecteur AB. Et donc ça découle bien de la relation de Chasles. Maintenant que l'on a ceci, on va faire le calcul qui est demandé. On a le vecteur U qui est égal à GA moins EM moins GF plus EF plus AM. Première chose, on va regrouper certains termes. GA plus AM. GA plus AM, ça nous donne GM. Ensuite, on peut voir qu'on ne peut pas calculer directement, mais EM, je fais la remarque, moins EM, le vecteur moins EM, est égal au vecteur ME. Ce qui fait que je peux remplacer moins EM par plus ME. J'utilise la même chose pour GF, c'est-à-dire que moins le vecteur GF est égal à FG. Et je dois recopier le vecteur EF qui est ici. Ce qui me donne ME plus EF, on va pouvoir encore utiliser Chasles, et il reste moins GF que je vais remplacer par plus le vecteur FG. Là aussi, je vais utiliser la relation de Chasles, ME, le vecteur ME plus le vecteur EF, ça nous donne MF. On a quand même bien dégrossi le problème. Ce qui fait que l'on sait maintenant que le vecteur U est égal à GM plus
MF plus FG. Je réapplique la relation de Charles sur les deux premiers. Ça me donne GF plus FG. Et GF plus FG, bien sûr, ça me donnerait le vecteur, si j'utilise la relation de Charles, GG, mais en réalité, on n'écrit jamais ceci. On écrit tout simplement que ça me donne le vecteur nul. Vous pouvez voir ici que si vous aviez laissé moins GF, ça aurait été possible sans transformer moins GF, mais bon, c'est assez joli. Donc, je l'ai fait. Dans cet exercice, nous avions deux vecteurs U et V, deux vecteurs du plan. Les coordonnées du vecteur U étaient -3 et 1, et les coordonnées du vecteur V étaient 2 et Y. Nous demandez pour quelle valeur de Y les vecteurs U et V sont-ils collinéaires. Pour cela, je vais faire d'abord un rappel. Sur la notion de déterminant. Donc, soit U et V deux vecteurs du plan, et je vais noter leurs coordonnées sous cette forme-là, c'est-à-dire que les coordonnées du vecteur U sont x pour la première coordonnée, y pour la seconde, et les coordonnées du vecteur v sont x' pour la première coordonnée et y' pour la seconde. Le déterminant des vecteurs u et v que l'on note parfois comme ceci, est un nombre réel. Et, je répète, ici, voici l'écriture, déterminant du vecteur u et du vecteur v est égal à ceci, c'est une deuxième notation, et c'est surtout la formule qui compte. X, Y', autrement dit X fois Y', moins Y fois X'. Pour s'en souvenir, on utilise parfois ce qu'on appelle la méthode papillon. On multiplie X fois Y', et ensuite on retranche Y fois X'. Maintenant, la fameuse propriété U et V sont collinéaires si et seulement si le déterminant de U par V est égal à 0. Par conséquent, on va l'adapter à l'exercice. Déterminant de UV égale -3,1 de Y. Vous voulez savoir, on dit que c'est le déterminant de la matrice, mais bon, ça dépasse le cadre de la troisième.
et par conséquent, ça va être égal à moins 3y moins 1 fois 2, et il faut que moins 3y moins 2 égale 0, si et seulement si u et v sont collinéaires. Maintenant, on va résoudre cette équation. On compense pour pouvoir enlever le moins 2. Donc, on rajoute 2 des deux côtés de l'équation. Moins 2 plus 2, ça fait bien 0. Ce qui nous fait moins 3y plus 0 égale, ici 0 plus 2, ça fait 2. Ce qui nous fait que moins 3y égale 2. Moins 3y égale 2. On divise par moins 3 des deux côtés pour supprimer le moins 3. Et pour compenser, il ne nous reste plus que y égale 2 sur moins 3. Autrement dit, y égale moins 2 tiers. Une petite phrase de conclusion. U et V sont collinéaires si et seulement si y égale moins 2 tiers. On pourrait vérifier par le calcul. Du déterminant. On a bien moins 3 fois moins 2 tiers moins 20 fois 2. On simplifie les deux 3. Et ici, on a moins 2, par conséquent, plus 2. Plus 2 moins 2, ça fait bien 0. Donc, on a bien U et V qui sont collinéaires si et seulement si y égale moins 2 tiers. Vu que c'était un QCM, j'entoure la réponse. Dans cet exercice, on se plaçait dans un repère orthonormal et on nous demandait pour quelle valeur de n les vecteurs u et v sont-ils orthogonaux. Les coordonnées de u étaient n1, n pour la première coordonnée et 1 pour la seconde coordonnée, et les coordonnées de v étaient n-4, donc n pour la première coordonnée et moins 4 pour la seconde coordonnée. Première chose, je vais faire un rappel. Donc on se place dans un repère orthonormal, et je pourrais dire orthonormal direct. Ça ne se prononce pas dans un rond, ça se prononce dans un repère orthonormal direct, et je préciserai orthonormé direct. Il y a une petite différence. Si l'on a U, le vecteur U qui a pour coordonnées x et y, et V qui a pour coordonnées x', y', alors le produit scalaire de U par V est donné par la formule suivante: x',
autrement dit x fois x' plus y fois y'. Maintenant, nous allons énoncer une propriété. Propriété donc si on a deux vecteurs u et v du plan dans un repère orthonormé direct, u scalaire v égale 0, si et seulement si u et v sont orthogonaux. Il ne reste plus qu'à résoudre l'exercice. U scalaire v égale n1 scalaire n-4. Autrement dit, n fois n plus 1 fois moins 4. Autrement dit, n carré moins 4. Ainsi, u et v sont orthogonaux si et seulement si n carré moins 4 égale 0. Il ne nous reste plus qu'à résoudre cette équation. Ça nous donne n carré égale 4. C'est une équation à connaître par cœur, ce qui nous fait n égale racine de 4 ou n égale moins racine de 4. Et par conséquent, n égale 2 ou n égale moins 2. Finalement, il ne nous reste plus qu'à conclure. U et V sont orthogonaux si et seulement si n égale 2 ou n égale moins 2. C'est un QCM. On entoure la réponse. Et cela finit l'exercice. Et nous avons fait 3 exercices sur les vecteurs les plus importants. Un sur la relation de Charles, un sur les vecteurs collinéaires et un sur les vecteurs orthogonaux. Il y aura des petites choses sur les vecteurs aussi lorsque j'attaquerai la partie sur les équations de droite. Cet exercice porte sur les équations de droite et donc nous nous plaçons dans le plan muni d'un repère orthonormé O, le vecteur OI et le vecteur OJ. On donne les droites L1 et L2 d'équations respectives. L1 a pour équation AX plus Y plus C égale 0 et L2 a pour équation Y égale MX plus P. A, C, M et P sont des nombres réels avec A et M non nuls. La première question est le coefficient directeur de la droite L1 est le réel. La droite L1 est sous forme cartésienne généralisée.
je noterai comme ceci. Pour être clair, ECG, hein, équation cartésienne généralisée, c'est-à-dire une droite dont l'équation a cette forme-là. AX plus BY plus C égale 0. Et l'équation cartésienne réduite d'une droite aura cette tête-là. Y égale mx plus p, où x égale k. Là, j'ai fait exprès de montrer à quoi ressemble en général une équation cartésienne généralisée et une équation cartésienne réduite. Pourquoi? Parce que justement, pour pouvoir calculer certaines choses, notamment le coefficient directeur, il est beaucoup plus facile à lire sous la forme cartésienne réduite, parce que m est le coefficient directeur, que sous la forme généralisée. Et l'astuce est tout simplement d'isoler y. Donc on part de l'équation cartésienne généralisée de L1 et on va isoler y pour obtenir l'équation réduite. Ce qui fait que ici, le coefficient directeur est moins A et l'ordonnée à l'origine, que je vais entourer en vert, est moins C. Donc, voici la réponse. Moins A. La question A est finie. Là, on est sorti de la question 1A, mais je vais faire une petite remarque. Supposons qu'on ait une droite D dont l'équation cartésienne généralisée est 2x plus 3y moins 4. On va isoler y. Dans un premier temps, tout ce qui est en x et toutes les constantes isolées, on les renvoie de l'autre côté, ce qui nous donne 3y égale moins 2x plus 4, et donc D aurait pour équation y égale moins 2 tiers de x plus 4 tiers. En réalité, on divise tout le monde par 3, et donc on divise chacune des deux parties par 3, puisque c'est une somme. Ainsi, le coefficient directeur serait moins 2 tiers dans ce cas-là. De façon générale, si on a une droite sous forme d'équation cartésienne généralisée, il y a cette tête-là, ax plus by plus c égale 0. Si b est différent de 0, alors le coefficient directeur est moins a sur b. Et ça, c'est une propriété à connaître.
Bien sûr, si b égale 0, il n'y a pas de coefficient directeur. Techniquement, on pourrait dire qu'il est infini aussi, mais habituellement, en troisième, on dit qu'il n'y en a pas. Dans la question 1b, on nous demandait un vecteur directeur de la droite L2. Il fallait faire attention car L2 était sous forme d'équation cartésienne réduite. Je rappelle la propriété. Si l'on a une droite D qui est écrite sous forme d'équation cartésienne généralisée, je précise, A et B ne peuvent être nuls en même temps. Alors, un vecteur directeur de D est le vecteur moins BA. Personnellement, j'aime bien écrire les vecteurs plutôt en colonne, et donc, en gros, si l'on a ceci, alors un vecteur directeur de D est moins BA. Pour faire clair, je vais donner un exemple. Imaginons que D a pour équation 3x moins 4y plus 5. A va être égal à 3. B va être égal à moins 4. Et par conséquent, un vecteur directeur de D va être moins BA, moins B en première coordonnée, A en seconde coordonnée. Autrement dit, moins 4, ça fait 4. Et ça sera donc le vecteur dans la première coordonnée 4 et dans la seconde coordonnée et 3. Maintenant, revenons à l'exercice. L2 était une droite qui n'était pas écrite sous forme d'équation cartésienne généralisée, et sous forme d'équation cartésienne réduite. L'astuce, c'est de tout renvoyer d'un côté. Et par conséquent, ça nous donnait moins mx sur le côté gauche. Habituellement, on renvoie tout sur le côté gauche. Mais ça n'aurait rien changé si j'avais tout renvoyé sur le côté droit. Moins mx plus y moins p égale 0. Et là, on a une droite sous forme d'équation cartésienne généralisée. A est égal à moins m. B est égal à 1, parce que 1 fois y, ça fait y. Et par conséquent, un vecteur directeur de L2 va être moins BA, autrement dit, moins 1, moins M. Et voici la réponse qui était attendue ici. Les vecteurs sont écrits en ligne, donc on est censé respecter ceci. Moins 1, point virgule, moins M, même si on ne fait pas de différence entre les vecteurs lignes et vecteurs colonnes au niveau du brevet du Sénégal. Mais il y a une différence. Et d'ailleurs, c'est un résultat qui, à mon avis, est à connaître par cœur. Je précise qu'on aurait pu choisir aussi
1m, puisque le résultat est à un scalaire près. On peut multiplier les deux valeurs par le nombre que l'on souhaite. Par exemple, -2, -2m, ça marche aussi. Et m est supposé non nul, donc il n'y a aucun problème. Comme petit a d'ailleurs, qui est supposé non nul. Et m est supposé non nul, cela signifie que la droite n'est pas horizontale. Ça fait partie aussi des propriétés à connaître. En ce qui concerne la question 1c, on nous demandait à quelles conditions les droites L1 et L2 sont parallèles, en fait. Les droites L1 et L2 sont parallèles si et seulement si. Il faut se souvenir d'une propriété. Deux droites sont parallèles si et seulement si leur coefficient directeur, je vais mettre coef directeur, sont égaux. C'est une propriété à connaître. Par conséquent, dans cet exercice, à la première question, on avait trouvé que le coefficient directeur de la droite L1 était -a. Le coefficient directeur de la droite L2, on peut le lire tout de suite, c'est m, car elle est sous forme d'équation cartésienne réduite, et dans ce cas-là, le coefficient directeur est facile à lire. Ainsi, L1 est parallèle à L2 si et seulement si m égale -a. En temps normal, lorsqu'on essaye de savoir si deux droites sont parallèles, il y a deux façons de faire. Si elles sont toutes les deux sous équation cartésienne généralisée, on regarde si leurs vecteurs directeurs sont collinaires. Si elles sont toutes les deux sous forme d'équation cartésienne réduite, on regarde si leurs coefficients directeurs sont égaux. Ici, il y en avait une sous forme d'équation cartésienne généralisée et l'autre sous forme d'équation cartésienne réduite, et par conséquent, il fallait toutes les deux les mettre sous forme d'équation cartésienne réduite, car c'est beaucoup plus facile pour comparer les coefficients directeurs. Pour être clair, L1, mais on l'a déjà fait tout à l'heure, dans la première vidéo sur cet exercice, a pour équation y égale -ax moins c. Et ceci termine la question. C'est une question qui est très classique. Attaquons la question 1D de cet exercice. On est demandé à quelles conditions les droites L1 et L2 étaient perpendiculaires. Et en fait, on nous demandait de compléter la phrase L1 et L2 sont perpendiculaires si et seulement si. Alors, il faut bien faire attention. M égale, M est différent de 0. Et je rappelle une chose, c'est une propriété à connaître. Supposons qu'on ait deux droites qui s'écrivent sous forme cartésienne réduite D1 et D2, et ici je mets M'
plus P'. Autrement dit, les deux droites sont sous forme d'équation cartésienne réduite. On sait que M est différent de 0 et M' aussi est aussi différent de 0. Alors, D1 perpendiculaire à D2, si et seulement si le produit de leur coefficient directeur est égal à -1. C'est une propriété à connaître sur des droites, et j'aurais envie de dire non verticales, non horizontales. On peut étendre cette propriété aux droites verticales et horizontales, mais dans ce cas-là, c'est plutôt simple. Il faut qu'il y en ait une qui soit horizontale, donc il y a la forme y égale k, et que l'autre soit verticale, et par conséquent, l'équation a la forme x égale L, par exemple, un autre nombre. Elles peuvent avoir toutes les deux, hein. X égale k marche aussi. Et habituellement, on a l'habitude de le faire en exercice avec deux droites, genre la première a pour équation y égale 2 et la seconde a pour équation x égale 3, par exemple. Évidemment, dans ce cas-là, elles seront perpendiculaires. Mais ce n'est pas des cas qui sont traités par cette propriété. Maintenant, il ne reste plus qu'à revenir à la propriété. M est différent de 0 et A est différent de 0 dans l'énoncé. La première équation, lorsqu'on la réécrit sous forme d'équation cartésienne réduite, devient y égale moins ax moins c. La deuxième équation est déjà sous forme d'équation cartésienne réduite, et vous pourrez marquer que les conditions sont respectées pour appliquer la propriété. Si A est différent de 0, bien sûr, moins A est aussi différent de 0, et M est différent de 0. Par conséquent, on applique la propriété et on obtient moins A fois M égale moins 1. Et ici, on voudrait une propriété qui ne dépend que de M. M égale moins 1 divisé par moins A, autrement dit 1 sur A. L1 est perpendiculaire à L2 si et seulement si M égale 1 sur A. Et on devrait préciser ici, car A est différent de 0, quand on fait le calcul, car on n'aurait pas le droit de diviser par A s'il était égal à 0. Ainsi, les droites L1 et L2 sont perpendiculaires si et seulement si M égale 1 sur A. Et cela finit la dernière question. Toutes ces questions sur ces 4 dernières vidéos sont vraiment des classiques. Elles ne tombent pas tous les ans, mais c'est vraiment des classiques. La question 3 de l'exercice 5, on a représenté ci-contre les fonctions f et g définies par f de x égale moins 2x plus 5 et g de x égale 3x moins 4, associées en justifiant chaque droite à la fonction qui lui correspond. Premièrement, que ce soit f de x ou g de x, on est censé remarquer que ce sont des fonctions affines, autrement dit des fonctions qui peuvent s'écrire sous la forme ax plus b avec a et b qui sont des nombres réels d'ailleurs. Pour ce qui est de f de x, a est égal à
moins 2. Et une propriété qui est à connaître, c'est que si A est égal à moins 2, F est décroissante. Je me permets de faire une petite flèche pour dire F est décroissante. Et par conséquent, il suffit de regarder laquelle de ces deux droites représentatives est décroissante. C'est clairement D2, donc D2 est la droite représentative de F. Et par conséquent, l'autre c'est celle de G. Évidemment, on aurait pu tout à fait, avec le même procédé, on aurait pu remarquer que G de X est égal à 3x moins 4 a un coefficient directeur petit a qui est égal à 3. Et par conséquent, on avait tout de suite que le coefficient directeur étant positif, autrement dit, la droite représentative de G est la droite D1. Pour ce qui était de la question B, par lecture graphique, donner le plus précisément possible le nombre dont l'image est la même par la fonction f et la fonction g, normalement vous êtes censé savoir ceci par cœur. Il suffit de regarder le point d'intersection. Et on sait que l'abscisse du point d'intersection est telle que f de x égale g de x. Autrement dit, c'est le nombre pour lequel l'image est la même par la fonction f et g. Et cela vaudrait pour tous les points d'intersection entre deux courbes représentatives de fonctions différentes. Donc ici, on lit à peu près et on a l'impression que ça fait dans les 1,9, je dirais. On va être plus précis que ça dans la prochaine question. Cette question est un classique. On nous demande de résoudre un système de deux équations à deux inconnues linéaires. Donc un système linéaire de deux équations à deux inconnues. Donc, c'est une série d'étapes qu'il faut apprendre à faire par cœur. Ici, on va utiliser essentiellement la méthode de substitution, même si la méthode de combinaison linéaire marche très bien. Donc, première étape, on réécrit le système. Deuxième étape, on peut commencer par la première ligne ou par la seconde ligne. J'ai décidé de commencer par la seconde ligne. Donc évidemment, sur le système, la première ligne est la ligne du haut et la seconde ligne est la ligne du bas. Alors on va résoudre la deuxième équation pour x, c'est-à-dire qu'on va isoler x pour l'exprimer en fonction de y. On a x moins 3 cinquièmes de y qui est égal à 0. Je fais passer moins 3 cinquièmes de y de l'autre côté. En réalité, je compense. Voilà ce qui se passe en détail. C'est-à-dire que je rajoute plus 3 cinquièmes de y des deux côtés de l'équation. Et moins 3 cinquièmes de y plus 3 cinquièmes de y, ça fait 0. Par conséquent, j'obtiens x
égale 3 cinquièmes de y. On précise maintenant ce qu'est devenu le système. À chaque étape, on devrait préciser ce que devient le système ou, à la limite, garder le système et recopier la première ligne, même si on n'en fait rien. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, passons à la troisième étape. La troisième étape, maintenant qu'on a exprimé x en fonction de y à partir de la seconde ligne, on va injecter dans la première ligne et remplacer x par 3 cinquièmes de y. Ceci va nous donner à la première ligne, ici j'ai juste recopié la première ligne, si je remplace x par 3 cinquièmes de y, j'obtiens 3 cinquièmes de y moins y plus 4 égale 0. Et là, on se retrouve avec une équation à une inconnue sur la première ligne, une inconnue qui est y. On précise ce qui est devenu le système et on va calculer. Quatrième étape, on s'occupe de la première ligne. Un grand classique, on met au même dénominateur, puisqu'on a 3 cinquièmes de y moins y, pour pouvoir le calculer. C'est une astuce qui est assez classique. On remplace moins y par moins 5 cinquièmes de y. Comme ensuite, ces deux fractions ont le même dénominateur, je peux les additionner. Et donc, quand je vais regrouper, ça va me donner moins 2 cinquièmes de y. J'en profite pour faire passer 4 de l'autre côté. Bon, comme d'habitude, je compense ça avec moins 4 des deux côtés. 4 moins 4, ça fait 0. 0 moins 4, ça fait moins 4. Et finalement, la première ligne est devenue moins 2 cinquièmes de y plus 4 égale 0, ou moins 2 cinquièmes de y égale moins 4. Là, vous avez le choix. À vrai dire, c'est une petite erreur de recopiage. Je voulais écrire moins 2 cinquièmes de y égale moins 4. Mais bon, passons. Ça ne change rien à l'équation et à la méthode. Passons à l'étape 5. Moins 2 cinquièmes de y égale moins 4. On va multiplier des deux côtés par moins 5 demi pour isoler y. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'en multipliant par moins 5 demi, je peux montrer ce qui se passe. On a moins 2 cinquièmes de y qui est égal à moins 4. Je vais changer de couleur exprès. Moins 5 demi fois moins 5 demi. Et là, on simplifie en croisant. Alors, moins par moins, plus. 2 et 2 se simplifient. 5 et 5 se simplifient. Il ne reste plus que y. Pour passer de là à là, évidemment, je rappelle que quand on multiplie un nombre par une fraction, on ne fait que multiplier le numérateur de cette fraction par ce nombre. Moins 4 fois moins 5, ça devient positif, et donc ça fait 4 fois 5, ça fait 20. 20 divisé par 2, ça nous donne bien 10. Et là, on a obtenu y. Finalement, le système devient à la première ligne y égale 10, et à la seconde ligne x égale 3 cinquièmes de y. Il ne reste plus que la dernière étape, c'est-à-dire déterminer x. On substitue y égale 10 dans la seconde ligne, c'est-à-dire x égale 3 cinquièmes de y. Et par conséquent, on obtient x égale 3 cinquièmes de 10. Vous pouvez sortir la calculette ou tout simplement
effectuer le calcul, ça nous fait 35e, 3 fois 10, 30, autrement dit 6. Rien n'interdisait de simplifier directement le 5 et le 10, et comme 10 égale 2 fois 5, il nous restait 2, et dans tous les cas, on avait ici 6, parce que 3 fois 2 égale 6. On fait une phrase de conclusion. La solution du système d'équation est donc le couple xy égale 6, 10. Je vous conseille de mettre un petit point virgule ici. Et on peut même préciser l'unique couple solution du système d'équation est le couple xy, c'est-à-dire le couple 6, 10. Bien sûr, une fois qu'on a fait ça, rien n'interdit de vérifier le calcul en revenant au point de départ. X égale 6, Y égale 10. Sur la première équation, ça nous donne 6 moins 10 plus 4. Ça fait bien 0. Sur la deuxième équation, ça nous donne 6 moins 3 cinquièmes de 10. On simplifie. 6 moins 3 fois 2, ça fait bien 0. La solution qu'on a trouvée est bien la bonne. Elle est unique. Dans cette question, elle était à peu près sur 5 points sur 100. On avait une fonction affine, f, qui avait pour représentation graphique la courbe C de f ci-contre. Et on nous proposait 4 expressions pour la fonction f. La première chose que l'on peut remarquer, c'est que la fonction f a une représentation graphique qui passe par le point que je vais appeler A, et ce point a une particularité, c'est qu'il est sur l'axe des ordonnées. Toutes les fonctions proposées sont des fonctions qui ont cette tête-là. F de x égale petit a x plus b. Autrement dit, ce sont toutes des fonctions affines. Or, nous savons que l'on peut lire l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire petit b, uniquement avec les coordonnées de ce point. Le point A a pour coordonnées 0, 4. Autrement dit, f de 0 égale 4. Ce qui signifie que l'ordonnée à l'origine est 4. B égale 4. Par conséquent, la proposition B ne peut correspondre au graphique et la fonction de la proposition D ne peut pas correspondre non plus, car petit b serait égal à 2 et pour la proposition B, c'était petit b qui serait égal à moins 2. Maintenant, la deuxième chose à remarquer, c'est que la représentation graphique est décroissante. Je rappelle la méthode.
On imagine un personnage qui marche sur la courbe. Et qui avance, autrement dit, qui va de gauche à droite. C'est ça avancer. Que se passerait-il? Il descend. Et s'il descend, ça signifie que la droite est décroissante, ou plutôt que la fonction représentée est décroissante. Justement, petit a, le coefficient directeur, est négatif, même strictement négatif, si et seulement si f est décroissante. Dans la proposition A, petit a est égal à 2, qui est strictement positif, on devrait avoir une représentation graphique d'une droite qui monte, en quelque sorte, voilà, pour faire simple, donc ce n'est pas possible. Il ne reste plus que la dernière proposition, qui est la C. Vous voyez, ceci est une procédure pour identifier la représentation graphique d'une fonction affine. Je rappelle que les fonctions affines sont représentées par des droites non verticales.